Amis de l'analyse de schémas et des patterns, bonjour. Il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo justement qui expliquait qu'est-ce que c'était ces fameuses patterns, qui sont en fait des arrangements de sous-schémas, on va dire, électroniques que l'on retrouve dans beaucoup de systèmes. Et dans ce premier épisode, je vous avais présenté des patterns faits avec des transistors. Alors, on va continuer cette série par un autre sujet qui est bien sûr commun à tous les systèmes électroniques, à savoir les alimentations. Alors pourquoi des alimentations? Parce que je ne connais pas de systèmes électroniques qui ne sont pas alimentés, donc qui n'ont pas une source d'énergie. Sources d'énergie qui peuvent être classées en plusieurs familles. Bon, il y a tout ce qui va être pile ou batterie, directement ou via des convertisseurs, tout ce qui va être alimenté sur le secteur avec un transfo directement à la fréquence du secteur, 50 Hz en France ou 60 dans d'autres pays, suivi ou non d'une régulation, les alimentations secteur à découpage, soit différentes sources qui sont toujours généralement éventuellement une conversion de source vers une autre. Par exemple, on peut dire, je sais pas, moi j'ai du 5 volts et puis je vais avoir du 48 volts, mais voilà, ça reste un convertisseur d'énergie, sachant que, comme on va le voir, certains sont régulés ou d'autres non. Donc, on peut considérer que toutes les alimentations sont toujours des convertisseurs d'énergie, et comme tout convertisseur d'énergie, il y a toujours de la perte. Le rendement sera toujours inférieur à 100%, il peut être plus ou moins bon, mais un rendement de 100% pile, j'ai jamais vu, et de toute façon, on pourrait même de toute façon pas aller au-delà. La régulation permet ensuite d'avoir une tension stable qui ne varie pas avec la charge et la tension d'entrée. Alors c'est toujours dans certaines limites, mais l'avantage de la régulation, c'est de se dire, voilà, j'ai 5 volts et que je tire de 0 à 1 ampère, j'aurai toujours 5 volts, et que si la tension d'entrée varie entre 8 et 20 volts, par exemple, j'aurai toujours aussi 5 volts. Donc ça, c'est souvent une bonne chose, parce que ça va permettre justement d'avoir des circuits électroniques qui fonctionnent bien, indépendamment des variations. Et dans certains cas, on va aussi trouver des protections contre les surcharges, les surtensions, les courts-circuits et tout ce qu'on veut. Alors, c'est un sujet hyper vaste, les alimentations. Je pense qu'on pourrait faire des vidéos en une semaine. Mais enfin, bon, là, je vais quand même vous montrer certaines patterns que l'on va retrouver très très souvent dans les alimentations. Alors déjà, tout ce qui est alimentation par pile ou batterie, donc là, je rappelle, c'est une source de tension donc, qui est électrochimique, et ces sources de tension, donc, qui généralement vont varier avec le temps, sachant que plus la pile ou la batterie vont se décharger, plus la résistance interne, qui est comme une résistance en série avec la source, va avoir tendance à augmenter, et éventuellement la tension diminue. Alors ça va dépendre énormément des technologies. Il y a des technologies dont la tension va relativement peu varier puis s'effondrer brusquement. Il y en a où ça va baisser de façon quasi linéaire. Enfin, voilà. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que c'est pas une source d'énergie ad vitam aeternam. Par contre, certaines batteries peuvent fournir des courants très forts. Une batterie au plomb, comme une batterie de voiture, ça peut fournir des centaines d'ampères. Peut-être pas forcément longtemps, mais je veux dire, ça peut fournir des très très forts courants. Donc généralement, on va retrouver donc cette source qui est j'en ai déjà parlé comme en série avec cette pseudo-résistance qui est la résistance interne qui alimente ici la charge. Alors ce qu'on va retrouver souvent, c'est que les piles ou les batteries, on peut les monter en série, ce qui va permettre d'avoir de plus fortes tensions. Là par exemple, en mettant deux piles de 1,5 volts en série, j'aurai 3 volts, ce qui est éventuellement plus intéressant. Sachant que c'est toujours pareil, selon la référence que l'on prend, ce qu'on appelle souvent la masse, on peut avoir différentes vues de ces tensions-là. C'est-à-dire que là, je peux considérer que j'ai entre là, la masse est là, ici j'ai plus 3 volts. Si je mets la masse là, ici j'ai moins 3 volts. Si j'ai la masse au milieu, j'ai une tension symétrique de plus ou moins 1,5 volts. Et donc ça, on peut mettre en série comme ça un très grand nombre de piles ou d'accumulateurs. Alors on peut aussi des fois les monter en parallèle. Ça va permettre d'avoir un plus gros courant disponible. Sachant que là, il faut faire quand même attention selon les types de piles ou de batteries, c'est pas forcément une bonne idée parce que il se peut qu'elles se déchargent un peu l'une dans l'autre. Des fois, il faut prendre des précautions, mettre des diodes ou des choses comme ça. Enfin, il y a quand même des cas où c'est faisable. Alors, dans ce qu'on va retrouver, là, je vais pas en parler trop ici, généralement, tout ce qui est batterie, maintenant, on va trouver couplé des circuits qu'on appelle BMS, pour Battery Management System, qui vont permettre de, justement, selon la techno des batteries, équilibrer la charge, éventuellement la température, limiter éventuellement le courant de charge, et ainsi de suite. Là, on trouve par exemple un BMS qui fait que ça va éventuellement bypasser certaines batteries de telle façon à ce que il n'y en ait pas une qui surcharge alors que l'autre n'est pas encore chargée. Enfin bon,
On pourrait faire des vidéos entières sur les BMS, hein, mais voilà, je rappelle que de plus en plus, maintenant qu'on a des batteries rechargeables, on va trouver généralement des circuits BMS avec. Alors après, ce qu'on va bien se retrouver, dans tous les cas où il y a des alimentations qui sortent en alternatif, très souvent on va avoir par exemple un transfo avec le secteur ici, le 230 volts, 50 Hz, et donc derrière un ou plusieurs enroulements secondaires. Donc là, les patterns les plus fréquents qu'on va trouver, on va avoir le mono-alternance. Donc là, l'idée, c'est que je rappelle qu'en sortie ici, par rapport à ce point-là, la tension ici va avoir une demi-alternance positive, puis une autre négative. Donc dans un cas comme ça, on ne prend ici que la positive. Ça veut dire que 50 fois par seconde, ici, le condensateur va être chargé, mais je veux dire quasiment à mi-temps. C'est-à-dire qu'il devra avoir une capacité suffisante pour maintenir ici la tension pendant l'alternance négative, qui ici n'est pas pris en compte. On peut très bien mettre le condensateur dans l'autre sens et la diode dans l'autre sens, et dans ce cas-là, par rapport à la masse, j'aurai une tension négative. Donc ça, c'est des fois rencontré, c'est simple, c'est économique. Si on n'a pas des forts courants, ou on accepte ici ce qu'on appelle une ondulation assez importante, c'est tout à fait jouable. Alors, rien n'empêche de coupler les deux. Et en même temps, ça va faire un doubleur de tension. C'est-à-dire que si ici, je mets le système positif et ici négatif, bah, à ce moment-là, si je les mets quelque part en série, ce que je fais ici, bah là, je peux avoir soit une tension double, soit par rapport à la masse, une tension symétrique. Donc ça, c'est aussi un montage qui est très connu, qu'on appelle le doubleur Latour, qui va donc permettre éventuellement voilà, d'avoir une tension double. Par exemple, vous avez un transfo 6 volts, avec ça, vous pouvez avoir du 12 volts. Donc, par contre, toujours en mono-alternance. Alors, le truc qu'on retrouve comme le plus souvent, c'est ce qu'on appelle ici le pont de diode, hein, le pont de Graetz, qui, lui, va faire un redressement double alternance. Hein, je rappelle que c'est très facile à comprendre. Quand ici, c'est négatif, ici, positif, bah, on voit que le négatif passe par cette diode-là, le positif par celle-là. Et quand c'est le contraire, bah, ça va suivre ce chemin-là et celui-ci. Donc là, par contre, l'avantage, c'est que le condensateur, il est rechargé 100 fois par seconde. Et donc, il a besoin d'avoir une capacité moins forte. Il y a moins d'ondulation à capacité égale que le mono-alternance. Donc ça, on va le retrouver très fréquemment. Sachant qu'on peut aussi avoir, je vous avais déjà parlé de ça dans une vidéo, le système qui n'a que 2 diodes et qui prend un point milieu au niveau du transfo, qui revient aussi à un double alternance. Et ça, c'est une config qu'on retrouve aussi parfois. Après, on peut aussi, on va dire, un peu mélanger les deux, où là, ben, on va avoir un double alternance, mais avec une tension symétrique. Donc là, par exemple, si ici j'avais 2 fois 12 volts, ben là, j'aurais ici une tension de... Alors, plus que 12 volts, hein, je rappelle que derrière ce système-là, on a la tension crête alternative, qui donc la tension alternative efficace multipliée par SN2. Enfin, voilà, en gros, hein, c'est vraiment toutes les configs qu'on va repérer dans toutes les alimentations. Alors, il y a aussi des patterns qu'on appelle les multiplicateurs de tension. Bon, il y en a plein de sortes. C'est pas pareil, c'est pas le but de la vidéo ici. Mais on retrouve ce qu'on appelle le circuit Villard, qui est cascadable. Donc, on peut comme ça le mettre autant qu'on veut. Je vous avais montré il y a pas longtemps une vidéo schéma sur les générateurs de ions négatifs, par exemple, qui utilisent ce genre de multiplicateur, ou les systèmes dits Grenacher, où ils peuvent doubler, quadrupler la tension. Enfin voilà, bon, maintenant c'est quand même, enfin, à part des fois pour avoir des hautes tensions, c'est pas ce qu'on utilise le plus de nos jours. Alors on a parfois ce qu'on appelle des patterns sans transformateur. Donc là l'idée c'est que, par exemple, on va utiliser généralement un condensateur. De par son impédance réactive ici, va quelque part limiter le courant, et qui permettent d'avoir des alimentations, donc directement sans transfo. Par contre, le prix à payer, attention, ces alimentations n'ont pas d'isolation galvanique. Donc c'est très très dangereux. Sauf si vraiment on alimente des choses qui sont complètement isolées du secteur. Par exemple, si avec ça j'alimente, je sais pas, une LED, par exemple, bah, si tout le système de LED est isolé du secteur, pourquoi pas. Mais sinon, faut faire très attention. Il est hors de question d'alimenter un système comme ça qui aurait, par exemple, des interrupteurs ou des fiches comme un truc USB, par exemple. Ça serait vraiment mortel de faire ça. Donc ces alimentations sont toujours basées ici sur un condensateur, éventuellement de résistance, et là on peut voir un système de diode, éventuellement là comme on va le voir de régulation, comme on voit ici, parallèle. Bon, généralement c'est quand même fait pour des courants relativement faibles. Il est généralement conseillé de mettre une résistance en parallèle ici sur le condensateur. Pourquoi? Parce que si on le fait pas, quand on va le débrancher, si ça se trouve, le condensateur reste chargé. Et donc ça veut dire qu'en prenant la prise, on risque de se prendre une châtaigne.
Donc de ne pas mettre cette résistance comme ici, c'est pas une très très bonne idée. Alors derrière justement, parlons des régulations. Il y a deux grandes familles de régulations, les régulations shunt et les régulations série. Alors, je vous renvoie un peu sur les vidéos que j'avais fait sur le sujet, mais je rappelle rapidement que le principe de la régulation shunt, c'est que ici on a la charge, ici généralement on a une limitation de courant, généralement une résistance. L'idée c'est que quand la tension ici atteint la valeur voulue, on va dériver une partie du courant qui va plus aller dans la charge dans un système autre, par exemple ici la diode Zener, et de telle façon à ce que la tension reste constante ici. Donc ça marche. Par contre, alors, le rendement est très pourri parce que, je veux dire, on consomme toujours éventuellement beaucoup. Donc généralement ici c'est dissipé en chaleur. On utilise ce genre de régulation pour des courants faibles, pas pour des grosses puissances. Enfin voilà, ça marche. Hein. Encore une fois, allez voir ma vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Et on a ensuite les régulations série. Les régulations série, en gros, ça revient à avoir en série avec la charge un élément qui va agir un petit peu comme un robinet, hein, quelque part, de façon à garder ici une tension stable. Bon là, on a, c'est pareil, je vous avais fait une vidéo là-dessus, la régulation série quasiment la plus simple, où grâce ici à cette diode Zener, on impose la tension sur la base, donc ça impose la tension quelque part sur l'émetteur, vu qu'ici, généralement, on a aux alentours de 0,6 volts, même si c'est pas hyper constant, ce qui fait que on va quand même avoir ici une tension qui sera relativement stable en fonction de la charge, sachant que le transistor va de lui-même, par l'effet transistor, augmenter son courant quand la tension ici va avoir tendance à trop baisser, et vu que ça augmentera, on va dire, la tension base émetteur, donc ça va augmenter le courant dedans, et donc ça va tendance à réguler. Bon, ce genre de régulation, c'est pas ce qu'on fait de mieux, mais je veux dire, c'est quand même mieux que rien. Ça marche quand même, surtout pour des courants assez faibles, plutôt bien. Alors, dans les patterns qu'on va retrouver très fréquemment dans les régulations linéaires, on va dire, non faites avec des circuits intégrés spécifiques, on a celui-là. Donc celui-là, en fait, c'est un peu le même système, mais on utilise ici une sorte d'amplificateur différentiel simplifié, qui est ici ce transistor. Donc là, on a quand même une contre-réaction, c'est-à-dire que on va prendre ici une fraction de la tension de sortie pour quelque part la comparer avec la tension qu'on a mis ici sur l'émetteur. Et là, pareil, ça, quelque part, ça c'est une mini... Enfin, on revoit ici une pattern qui est du shunt. C'est-à-dire qu'en gros, le courant qui arrive ici aurait tendance à faire conduire ici le transistor, et on dérive une partie de ce courant-là ici, quand la tension est trop élevée à cet endroit-là, donc ça fait moins de courant dans le transistor qui est là, donc ça fait baisser la tension. Donc voilà, ici, cette pattern qu'on retrouve très fréquemment, bon, après avec des tas de variations, ça peut être des Darlington, on va très fréquemment avoir ça, et ça c'est un système qui fonctionne très bien. On a ici un peu la même chose, mais ici en utilisant un amplificateur opérationnel. Donc là, c'est pareil, ici on retrouve typiquement le montage amplificateur inverseur quelque part, où ici on a une tension fixe, qui ici va piloter plus ou moins le transistor, sachant qu'on a ici la contre-réaction classique qui fait que si la tension augmente ici, là ça va avoir tendance à baisser, hein, vu que c'est l'entrée inverseuse, et on a ici cette régulation. Donc là c'est pareil, avec plein de variations, on va retrouver aussi ce genre de pattern très fréquent. Alors dans ces patterns, souvent justement, on va rajouter des limitations de courant. Alors, il y en a de plus ou moins sophistiquées. Une qui est très simple, c'est celle-ci. Celle-ci, on voit que le principe ici, c'est qu'on met ici deux diodes et une résistance. On comprend que la première diode ici compense la jonction base émetteur. Et on voit que dès que le courant ici va entraîner une chute de tension supérieure à 0,6 volts, à cet endroit-là, cette diode-là va aussi devenir conductrice, et pareil, ça veut dire qu'on voit qu'on va dériver une partie du courant de base ici dans la charge, qui va avoir tendance à limiter ici le courant. Bon, ça c'est pareil, c'est pas très efficace dans la mesure où la courbe de variation de la limitation de courant, elle est pas très raide quelque part. On retrouve aussi très souvent celle-ci qui fonctionne de la même façon, hein, si on regarde bien. On a ici ce transistor qui va devenir passant quand la tension entre la base et son émetteur va dépasser 0,6 volts, et à ce moment-là, va avoir tendance aussi à dériver le courant de base de celui-ci pour limiter le courant. Sachant que ça, c'est quand même mieux, parce qu'on voit qu'on prend la contre-réaction du montage derrière la résistance, ce
qui fait que la perte de tension dans cette résistance ici n'est pas prise en compte. Et sinon, on a aussi des systèmes qu'on appelle fallback, je vous avais fait une vidéo là-dessus, je vous y renvoie, qui ont l'avantage de non pas limiter le courant, mais le faire baisser à une valeur beaucoup plus faible en cas de court-circuit. Alors après, ce qu'on va maintenant énormément utiliser, et qu'on utilise depuis maintenant plus de 50 ans quelque part, c'est tout ce qu'on appelle les régulateurs de tension, qui sont des circuits très simples, très fiables, qui se présentent généralement sous forme d'un circuit qui a 3 pattes, une entrée, une sortie, et alors, on dit la masse, mais c'est pas réellement la masse, en fait, c'est la référence. Sachant que l'idée de ces régulateurs-là, c'est de garder une tension fixe entre cette broche de référence et la sortie. Par exemple, un 78,05, il s'arrangera pour avoir 5 volts entre la référence et ici la sortie. Donc c'est des circuits qui sont très bien, qui ont généralement des protections. Alors il y a eu plein de variations, plein d'améliorations. Il y a ce qu'on appelle les low drops, qui permettent d'avoir un fonctionnement même avec une tension qu'on appelle de déchet très faible entre l'entrée et la sortie. Un LM7805, il lui faut quasiment 3 volts de plus à l'entrée pour qu'il fonctionne, ce qui entraîne bien sûr des pertes thermiques. Dans la mesure où je rappelle que ce régulateur-là va chauffer. La tension entre l'entrée et la sortie multipliée par le courant, ça vous donnera la puissance en watts qui va dissiper, qui peut être éventuellement importante. C'est pour ça que des fois on les monte sur des radiateurs. Il est conseillé souvent de monter des condensateurs pour éviter les oscillations. Je crois que Electrobidouilleur a fait il n'y a pas longtemps une vidéo pour montrer justement que ça pouvait faire des bêtises si on ne les mettait pas. Donc ça, c'est tous ces régulateurs-là, je ne vais pas tous les citer. On peut les monter en générateur de courant. On voit que là, voilà, c'est dans la mesure où on lui propose de garder une tension fixe aux bornes d'une résistance, c'est U égale RI. Dans ce cas-là, si U est fixe et R est fixe, I sera fixe. Donc tant que la charge, bien sûr, est suffisante, là, on a un générateur de courant constant. Là, par exemple, je vous montre souvent comment moi je les monte. Donc, on peut voir que c'est conseillé éventuellement de mettre du filtrage ou éventuellement une résistance en amont pour limiter la dissipation. On peut, très souvent, moi je le fais quasiment toujours, mettre ici une diode. Pourquoi? Parce que si pour X raison, la tension d'entrée ici devient plus basse que la sortie, parce que là, le condensateur est chargé, par exemple, et ça les flingue généralement. Donc il est conseillé de mettre ici cette diode. Puis ici, on peut éventuellement mettre aussi, dans certains cas, des condensateurs de faible valeur en parallèle avec des électrochimiques qui, je rappelle, aux hautes fréquences, ne sont pas terribles au niveau de leur performance. Alors, on a aussi les mêmes en négatif. Donc là, c'est les fameux 79XXX et tout ça. Bon, je veux dire, c'est exactement les mêmes, quelque part, mais ils fonctionnent en négatif, sachant qu'il faut se méfier. Par exemple, contrairement au positif où la languette de radiateur est la masse, sur les négatifs, c'est pas le cas. Il faut savoir que sur les circuits intégrés, généralement, ce qu'on appelle le substrat, c'est-à-dire le support sur lequel est posé le circuit, c'est généralement la partie la plus négative du circuit. C'est pourquoi, souvent, c'est pas du tout la référence dans le cas de ces régulateurs-là. Alors, ils ont la réputation de plus fragiles. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Si on les utilise bien, avec les protections qui vont bien, on va noter, moi, personnellement, une plus grande fragilité. Donc là, on a, par exemple, un exemple d'alimentation symétrique réglable. Sachant que même ces régulateurs, même fixes, à mesure que c'est une référence, on peut toujours les faire marcher éventuellement un petit peu en variable. Mais bon, pour avoir des tensions de sortie variables, il faut mieux prendre des régulateurs prévus pour ça, comme le légendaire LM317 et son copain négatif 337, ici. Donc là, je vois 117. Je rappelle que chez les nationales, semi-conducteurs, les 117, 217, 317, c'est les mêmes circuits, mais ils n'ont pas les mêmes... Il y en a qui sont des tolérances grand public, militaires ou industrielles. Donc globalement, c'est quand même les mêmes circuits. Donc là, pareil, ces régulateurs-là, pareil, eux, ils veulent une tension fixe entre la broche adjustable et la sortie. Donc en faisant ici ce pont diviseur, voilà, il suffit de le calculer de telle façon à ce que il y ait cette tension de référence ici au bas. Pareil, si on regarde le datasheet, il conseille de mettre ici ce condensateur, cette diode, ça les rend plus résistants.
Donc là, pareil, on voit qu'on peut faire avec ça, par exemple, une alimentation symétrique. Et ici, on voit qu'on peut très bien, avec le 337, avoir une alimentation négative. Donc ça, c'est pareil, c'est des circuits de légende qui sont très très utilisés. Alors après les linéaires, on peut parler des découpages. Donc, alors là, il y a plusieurs sortes de circuits. Les topologies qu'on va le plus retrouver en non isolé, c'est-à-dire où il n'y a pas d'isolation galvanique entre la sortie, bah, il y a les fameux bucks. Hein, donc là, c'est des circuits où la tension de sortie sera inférieure à celle d'entrée. Et là, l'idée, hein, je rappelle, c'est d'emmagasiner du courant dans cette self-là, donc pendant un certain temps. Ici, on coupe le transistor, et l'énergie qui est dans la self, il faut bien qu'elle se barre par quelque part, donc elle va passer ici via la diode dans le circuit, et le tout sera filtré par ici le condensateur, sachant que généralement, pas toujours, mais on peut avoir ici un circuit de feedback qui permet aussi d'avoir une régulation. Bon, le gros avantage, je rappelle, des convertisseurs à découpage, quels qu'ils soient, c'est que l'élément de commande, contrairement en les linéaires, où il marche dans sa place linéaire, c'est-à-dire comme j'ai dit, si on fait passer 1 ampère et que je passe de 10 volts à 5 volts, dans l'élément linéaire, il passe 5 volts à ses bornes, 1 ampère, il fait 5 watts. Ici, le rendement sera bien meilleur, parce que le transistor, lui, il est soit complètement saturé, soit bloqué. Donc en gros, soit ici, il passe beaucoup de courant à ses bornes, avec une tension à ses bornes très faible, donc la puissance est faible, soit il est bloqué, il y a beaucoup de tension à ses bornes, mais pas de courant, donc il dissipe rien. C'est pour ça que ces alimentations-là ont un bien meilleur rendement. Par contre, derrière, ça marche à des fréquences très élevées, donc éventuellement, il faut rajouter des filtrages. Enfin, donc ça, c'est vraiment très utilisé, hein, on veut abaisser la tension. On a ici le système boost, qui lui doit donner une tension de sortie supérieure, mais c'est le même principe. On voit que là, grâce au transistor, on emmagasine de l'énergie dans la bobine ici. Une fois que c'est coupé, cette énergie, il faut bien qu'elle se barre quelque part. Et c'est un petit peu la fameuse surtension, hein, qu'on retrouve quand on dit les fameuses diodes de roue libre sur les relais. C'est un peu le même principe ici, mais la roue libre, au lieu de la décharger dans elle-même, on la décharge ici dans la charge. Donc ça, c'est boost. On a aussi cette configuration-là. Et elle permet d'inverser. Donc elle permet d'avoir une tension supérieure ou inférieure, mais inversée. Donc ça, avec ce genre de convertisseur, on peut avoir une tension négative, par exemple. Et on en a d'autres après, qui sont, on va dire, des buck boost, dont alors il y a plusieurs topologies, mais une connue, c'est le fameux CPIC, qui, eux, permettent d'avoir une tension de sortie qui est supérieure ou inférieure à la tension d'entrée. Je vous avais déjà montré des régulateurs comme ça. Et avec ça, là, on peut se dire que, par exemple, je sais pas si je veux 8 volts à partir d'une batterie 12 volts ou un panneau solaire, j'aurai toujours mes 8 volts. Si le panneau donne plus, ça baissera. S'il donne moins, ça augmentera. Attention, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de miracle. Si le courant dans la charge est constant, si la tension de sortie est supérieure, ça veut dire que le courant d'entrée, il est multiplié d'autant. Hein. Enfin voilà, ces patterns de base, là, elles ont des très bons rendements et fonctionnent, ma foi, très bien. Alors ensuite, on a ce qu'on appelle les demi-ponts. Là, l'idée, c'est un petit peu de recréer un champ alternatif, généralement dans un transfo, mais à une fréquence bien supérieure à celle du secteur. Donc là, on retrouve souvent ce genre de choses. Donc là, on a ici un point qui est plus d'alimentation, et de façon opposée, les deux MOSFET ici magnétisent un coup dans un sens, un coup dans l'autre, et vont créer ici ce champ alternatif. Donc ça, on retrouve ça très fréquemment, avec ici un circuit de légende aussi que j'ai beaucoup utilisé, qui est le 3524 ou 3525, qui sont un circuit qui va permettre de façon très fiable de faire ce genre de convertisseur. Et on retrouve aussi des demi-ponts pareils, mais avec un couplage ici capacitif. Donc là, on retrouve par exemple une alimentation de 1 kW, secteur, où là, on retrouve toujours les mêmes patterns. Là, on va retrouver le secteur, éventuellement ici une limitation de courant pour le démarrage, ici un pont de diode, ici le filtrage. Donc cette commande-là qui, derrière, prend ce transfo HF et derrière donne ces tensions-là. On peut voir qu'ici, il n'y a pas de feedback. La tension ici, plus moins 50, elle n'est pas régulée dans le sens où si on tire plus de courant, ça aura quand même tendance à la faire baisser un petit peu vu qu'il n'y a aucune contre-réaction, mais on a une isolation galvanique.
Et on a aussi ce qu'on appelle les full bridge, où là on a carrément un pont qui pilote l'enroulement. Et là, on voit que quand ces deux transistors-là sont passants Q3 et Q1, la tension est dans ce sens-là. Quand ils sont bloqués et que c'est ces deux-là, on voit que ça inverse de sens. Et c'est grâce à ça qu'on va avoir un champ alternatif. Et derrière, on va retrouver ici, là, typiquement, la même pattern, hein, mais qui marchera en haute fréquence. Donc là, il faut des diodes rapides, qui fera un redressement double alternance. Et ici, avec cette selve de filtrage, ça donnera là, ici, la tension. Alors, on a aussi des convertisseurs à découpage isolés, c'est-à-dire qu'ils vont assurer une isolation galvanique. Typiquement, là, on a très souvent une configuration dont je vous ai déjà parlé aussi, qui s'appelle flyback, qui consiste, pareil, à emmagasiner ici de l'énergie dans cette self-là, et derrière, qu'on coupe, plus va s'inverser, on va le récupérer ici. Et je vous renvoie aussi sur ma vidéo ici sur les flybacks. Alors, sachant que s'il y a un feedback, il doit aussi être isolé. Là, il n'a pas été émis, mais voilà. Donc ça, on va retrouver ça très facilement. Donc là, on a par exemple un schéma typique d'un flyback qui n'a justement pas de contre-réaction. C'est très simple. Donc là, on voit pareil, le secteur arrive, il est redressé, filtré par ce condensateur là de 1 microfarad. Et on a là cet oscillateur là qui ressemble assez à ce qu'on appelle un oscillateur bloqué. C'est-à-dire que c'est grâce à la contre-réaction ici de cette petite bobine que va faire la partie oscillante de ce transistor-là. Et très souvent, on va retrouver aussi ce qu'on appelle, je vais montrer ça, des réseaux snubber, de façon ici à limiter la surtension quand le transistor coupe. Et là derrière, pareil, on a un redressement double alternance, on retrouve toujours la même pattern, mais sans régulation. Donc ça, c'est le genre de petit alim pour des courants assez faibles qu'on retrouve assez fréquemment, mais qui donne une isolation galvanique. Là, on va en retrouver un autre avec, là, typiquement un circuit spécialisé. Hein. Je répète pas, hein, c'est un peu le même système. Sachant que ici, on va avoir, là, on voit bien, pour le coup, une contre-réaction assez simple, mais ce traditionnel photocoupleur qui, lui, va assurer la rétroaction en assurant l'isolation galvanique. Donc là, on voit que c'est fait ici avec une Zener. On voit que quand la tension ici va dépasser 12 volts, il va commencer à passer du courant ici dans la LED, qui va indiquer au circuit de commande qu'il est temps de se calmer un peu pour limiter la tension de sortie. Pareil, je vous avais montré que dans ce genre de rétroaction, on utilise très souvent des TL431. Je vous renvoie aussi sur ma vidéo que j'ai fait sur le sujet, qui permettent d'avoir une régulation qui est beaucoup plus franche, dans la mesure où cette Zener programmable a un coût beaucoup plus marqué qu'une simple Zener. Bon là pareil, on retrouve un circuit aussi qui est très connu, le UC3842. Enfin voilà, tous ces convertisseurs, on peut voir, c'est toujours des flybacks, où on retrouvera toujours le circuit de commande. On retrouve ici le réseau Flabber. En même temps, on voit un truc intéressant, c'est que ces résistances-là, en fait, elles servent juste à le faire démarrer. Sachant qu'après, on voit qu'une fois que le système démarre, il s'auto-alimente lui-même via ce système ici. Donc voilà ce genre d'alim. Bon, après, ça peut des fois être très compliqué. Là, bon, je ne vais pas vous le détailler, mais ça, typiquement, c'est une alimentation de PC. On voit qu'il donne plusieurs tensions. Le fameux 12 volts, 5 volts, moins 5 volts, moins 12, éventuellement du 3,3, avec des courants qui peuvent être très importants. Mais si on regarde, c'est toujours un peu le même principe. Là, on retrouve là une commande, là, pareil, en demi-pont. Enfin, donc, voilà pour ça. Alors, pour terminer, sur ce sujet des alimentations, qui, comme j'ai dit, pourrait durer des heures, on peut parler des alimentations de laboratoire, qui sont des alimentations généralement variables. Donc, on peut faire varier la tension, alors, pas toujours de 0, mais idéalement de 0 à une certaine valeur, et qui permettent aussi de régler le courant, et pour avoir une limitation de courant. Mais là, si vous regardez bien, on retrouve tout à fait les mêmes patterns. On a ici ce redressement double alternance de la tension 24 volts. Donc là, qui donneront 24 volts fois racine de 2. Hein, donc une tension, de tête, ça fait un peu plus de 30 volts. Ici, on retrouve une autre pattern, je vous avais montré, qui est le pattern d'un générateur de courant. Voilà, qui en même temps utilise une petite astuce, une LED qui va servir à la fois de tension de référence pour ce générateur et de voyant de fonctionnement. Et ce générateur de courant, on peut voir, il alimente une Zener. Donc le fait d'alimenter une Zener en courant constant permet d'avoir généralement une meilleure régulation. Et surtout, comme on va le voir, ça va jouer dans la limitation de courant. Donc là,
Ça impose ici la tension à cet endroit-là, donc au borne du potentiomètre. Donc là, on va pouvoir régler la tension. Et là, on retrouve ce que je vous avais montré à ma vidéo sur les transistors. On retrouve ici ce montage Darlington, hein, qui est un triple Darlington quelque part, qui donc ici impose la tension de sortie. Ensuite, on a le système de limitation de courant, et on retrouve la pattern que je vous ai montré tout à l'heure, et qui est réglable ici, et qui, donc, quand le courant va faire une tension trop forte ici aux bornes de R6, va rendre ce transistor ici conducteur, ce qui va avoir tendance, donc, justement, à dériver le courant qui passe ici dans la ZNR, et donc, la court-circuiter en quelque part, on va faire baisser la tension, de façon à limiter le courant. Bon, cette alimentation elle est quand même pas terrible dans la mesure où on voit qu'il n'y a pas de contre-réaction de tension. Donc elle est quand même sans doute pas très stable, c'est-à-dire que la tension de sortie doit varier quand même pas mal en fonction quand même du courant. Enfin bon, tout dépend de ce qu'on va faire avec, ça peut être acceptable. Ici, on en a une autre qui est très connue, avec un circuit qui est, pareil, un circuit de légende, qui est le LM723, qui permet aussi de faire des super alimentations. Et là, on retrouve une alimentation de double alternance, mais à point milieu, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, et ici, ici un Darlington, et là, donc la possibilité de régler le courant, et qui, elle, pour le coup, a ici cette contre-réaction. Donc ça fait une alimentation qui serait aussi plutôt bonne, sachant que de base, le LM723 tout seul, comme ça, il ne sait pas descendre jusqu'à 0. C'est pour ça qu'elle fait 3 à 30 volts. Alors, on peut le faire descendre à 0, et généralement, il faut faire, justement ici, on peut se faire une petite dérivation pour avoir, même mono-alternance, pour avoir une petite tension négative, qui, elle, permet éventuellement de le faire. Là, on retrouve une autre alimentation de laboratoire qui est faite à partir de régulateurs. Justement, ici, le LM 317 et 337, sur lesquels on a aussi rajouté ici un transistor ballast, donc qui va lui permettre de débiter plus de courant que le régulateur. Et on a aussi rajouté ici cette limitation de courant, qui ici est fixe, elle n'est pas réglable, et qui elle aussi va, avec le même principe, on va dériver le courant de base quand le courant ici devient trop important. Bon, pour info, j'avais fait dans le temps une alimentation de labo avec du LM 117, 337. Je trouve que c'est quand même pas ce qu'on fait de mieux, mais bon, on va dire que c'est mieux que rien. Voilà donc pour ces patterns hein, que l'on retrouve très très souvent, comme j'ai dit, avec beaucoup de variations. Bon, je suis très très loin d'avoir fait tout le tour du sujet, hein, comme je vous l'ai dit. On pourrait y passer des heures, mais voilà, je pense quand même qu'avec ça, ça peut éventuellement quand même vous donner quelques idées et de pouvoir après dans les montages essayer de repérer un petit peu ces patterns et ça peut vous aider à comprendre un petit peu comment ça se passe. Donc voilà pour ça. Et comme on l'a vu aussi, on voit que même de nos jours, on continue à utiliser ces circuits de légende, hein, les régulateurs LM78 et consorts, hein, c'est d'ailleurs des circuits qu'on utilise. Même s'il y a eu des variantes qui ont été optimisées, c'est encore des circuits qui sont très très utilisés, alors qu'ils ont presque un peu plus de 50 ans maintenant. Hein, tu te rappelles, Caroline, comme on était heureux il y a 50 ans? Qu'est-ce que tu dis? T'étais pas né? Bah oui, justement. Bon, allez, faites de beaux schémas et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.